les autres nations ne sont pas spécialement contre l'Afrique. Non. Les autres nations défendent juste leurs intérêts. Donc, ils mettent en place des stratégies pour accéder toujours aux ressources. Nous n'avons pas développé de stratégie pour pouvoir accéder nous-mêmes à nos ressources, les exploiter, etc. Nous avons cherché des partenaires extérieurs, donc on s'est inscrit dans la logique d'autres. Maintenant, la question de la souveraineté, qui est le mot le plus important aujourd'hui, c'est de s'inscrire dans notre logique. Felwine Sarr dit dans son livre Afrotropia que l'Afrique ne doit pas faire de course avec personne, ni courir derrière personne. Nous avons notre logique, il faut juste qu'on ose suivre notre logique. Ne pas avoir à nous reprocher de faire quelque chose d'original. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Malik Diawara, patron du Point Afrique, un média en ligne et un homme qui en réalité a suivi pendant des années l'actualité africaine. Il a une expertise sur ce continent et on aura l'occasion de pouvoir l'écouter sur ce sujet. Bonjour Malik. Bonjour Hicham. Vous avez passé une dizaine d'années à la tête du Point Afrique, qui est adossé au journal Le Point. D'abord, que faut-il retenir de cette expérience? Alors, bonjour d'abord. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est une expérience extrêmement intéressante parce que j'avais eu l'opportunité avant de travailler à TV5 dans le cadre d'un magazine économique qui s'appelait Afrique en jeu et qui parlait d'économie africaine. Et donc, ça m'a permis d'avoir déjà une idée de comment j'allais aborder les sujets africains sans heurter. Parce que 54 pays, si on fait des émissions à passer le temps à critiquer tout le monde, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut trouver, si j'ose dire, un élément qui va faire que le public va adhérer. Et pour faire adhérer le public, je suis parti avec les autres journalistes avec lesquels j'étais, dans une démarche, je dirais, de montrer des exemples, c'est-à-dire des choses qui sont intéressantes, des expériences positives, des décisions pertinentes, etc., dans les entreprises, dans la vie de tous les jours, des acteurs économiques. Et c'est ça qui a permis, quelque part, qui m'a permis en tout cas déjà d'avoir une idée assez précise déjà de ce qu'il ne fallait pas faire. Oui, justement. C'est-à-dire que vous avez quitté le Point Afrique, mais vous lancez un nouveau projet qui s'appelle Transcontinent africain. Qu'est-ce qui explique la raison pour lancer ce projet? Alors, je trouve que l'un des points essentiels aujourd'hui sur l'Afrique, c'est l'information. On l'a vu avec le conflit ukrainien, on l'a vu aussi dans différents conflits, que l'information, c'est vraiment l'élément central. Or, le problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de grands médias de référence vers lesquels les Africains se tournent pour que des Africains parlent à d'autres Africains de l'Afrique. C'est très important. La deuxième chose, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de bruitage. Ce que j'appelle le bruitage, c'est cette litanie d'informations anxiogènes, négatives, etc., sur les guerres et tout. C'est une réalité, mais il n'y a pas que ça pour parler de l'Afrique. L'Afrique est un continent où les gens se lèvent tous les jours pour aller travailler, chercher leur pain, où les gens ont des idées. Ils essaient de mettre en place beaucoup de choses et on n'en parle pas. Donc, en fait, je dirais, c'est pour parler de la vie ordinaire, mais de la vie ordinaire d'une Afrique extraordinaire qu'on ignore tout le temps. Et je pense que l'information est très importante. Pourquoi? Parce que c'est aussi ce qui détermine l'idée qu'on se fait de soi. Si on vous explique tous les jours que vous êtes incapable de construire, le jour où on vous met en situation de devoir construire, vous avez le trac. Et je pense que quelque part, c'est quelque chose qui joue certainement dans la psychologie des Africains. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons deux challenges. Le premier challenge, c'est que les Africains connaissent mieux l'Afrique, qu'ils soient sur le continent
où qu'ils soient à l'extérieur, c'est-à-dire de la diaspora. Donc il y a une dimension culture générale qui me paraît importante, parce qu'aujourd'hui, avec le numérique et tout ça, on ne peut pas dire, en tout cas par rapport à des personnes de ma génération, j'ai l'impression que les jeunes, en tout cas, ont une autre approche de la culture générale. Je ne dis pas qu'ils sont moins cultivés, mais je pense qu'il y a une démarche artisanale qu'il faut avoir par rapport à ce point-là, qui fait que si on ne connaît pas bien l'Afrique, on ne peut pas bien la servir. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas seuls dans le monde. Nous avons des partenaires qui sont en Europe, qui sont en Amérique, qui sont à l'extérieur. Ceux de la diaspora sont aussi des partenaires. Ils ont besoin de comprendre, de savoir s'ils veulent s'installer en Afrique, s'ils veulent étudier, s'ils veulent investir, etc., comment s'y prendre. Et pour ça, il faut qu'on leur donne des informations utiles. Et donc la trame de ce que je veux faire, moi, c'est essayer de donner de manière modeste, mais je dis toujours qu'il faut bien qu'on commence, voilà, de manière modeste, mais de manière ferme, voilà, avec tout le professionnalisme qu'exige mon affection et ma passion pour l'Afrique et ma passion pour le métier, et donc donner des informations utiles qui vont faire que les gens vont pouvoir enfin se dire, cette information-là, je peux l'utiliser pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. C'est qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas ce pluralisme, cette abondance d'infos, y compris sur l'Afrique. C'est-à-dire que comment aujourd'hui avoir la singularité pour pouvoir exister dans un paysage d'abord éclaté, mais pluralisé? Alors, vous savez, 90% de l'information est là. Donc, à mon avis, ce qui fait la différence, c'est déjà le choix de l'information. La manière dont on hiérarchise l'information, la manière dont on raconte l'information, le cadre dans lequel on le met. Quand vous faites un article, quand vous êtes sur un média, ou etc., on sent si vous êtes dans une démarche de construction ou si vous êtes vraiment dans une démarche de critique permanente, etc. Moi, je pense que dans le domaine de l'information, aujourd'hui, en Afrique, on a besoin non pas de supports sempiternels d'opinion, mais des supports d'information. Parce que pour moi, l'information va aussi avec la formation. On est dans un environnement de rareté, où les gens n'ont pas toujours accès à beaucoup de choses. Donc, puisque nous avons la possibilité de les informer, mais profitons-en pour tricoter et leur donner des informations plus que l'information traditionnelle, essayer de construire l'information différemment. Pour entrer dans le cockpit et regarder plus finement la réalité africaine, vous aimez d'ailleurs l'expression les Afriques, mais j'ai envie de vous dire comment aujourd'hui bâtir un narratif sur une Afrique qui parfois s'ignore elle-même. Oui, c'est pour ça que je parle de la formation. Je pense que quand on ne connaît pas son histoire, on est en divagation. On va à gauche, on va à droite, on regarde les autres, on leur demande ce qu'on est. Amadou Hampâté-Bâ disait qu'il y a deux choses importantes, l'avoir et l'être. Quand on connaît l'histoire de l'Afrique, on sait qu'en Afrique, on est déjà. Pourquoi ? Parce que ce sont des sociétés qui sont structurées d'une façon qui fait que vous appartenez à un groupe, vous êtes à une place bien précise. Donc ça veut dire que la question de l'être est extrêmement importante. Ce qui a changé, c'est qu'avec le développement, en tout cas le contact avec l'Occident, l'évolution historique, etc., la manière dont les pays ont été organisés juste après les indépendances, avec des bureaucraties qui étaient relativement privilégiées par rapport aux environnements ruraux, on s'est retrouvé avec un problème, je dirais, de corruption, etc. Et tout ça a contribué malheureusement à desservir. C'est que comment aujourd'hui mettre l'Afrique sur la voie? On voit avec les 1,5 milliard aujourd'hui, avec 75% de jeunes, les besoins sont considérables. C'est que comment aujourd'hui arbitrer entre l'urgence et le regard au long cours? Ben, je pense qu'on ne peut pas. On ne peut pas régler en même temps tous les problèmes. Ah, c'est sûr. Il faut avoir une stratégie et se dire qu'on va faire ceci ou cela. On sait, il y a des choses qui sont claires. L'Afrique est un continent qui a des ressources, notamment dans le domaine agricole. Donc ça veut dire que l'agriculture doit être à la base des éléments.
Parce que le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas de ressources financières. Oui. C'est vrai qu'avec ce qu'on a appelé à un moment la détérioration des termes de l'échange, c'est-à-dire le fait que les Africains ne puissent pas vendre sur les marchés mondiaux leurs produits au bon prix, ça nous a vraiment, je dirais, handicapés. Mais si on change la donne, c'est-à-dire on fait l'effort de créer sur place une industrie, en tout cas si on réfléchit à mettre en place une industrie, je pense que c'est déjà un premier pas pour pouvoir garder de la valeur. Et c'est parce qu'on garde de la valeur, on crée de la valeur sur place, c'est ça qui va nous permettre d'avoir les moyens de mettre de l'argent sur l'éducation. Parce que si on ne mange pas, on ne peut pas s'occuper d'autre chose. Mais une fois qu'on a à peu près réglé la question de se nourrir, bien on peut passer à l'éducation. Et l'éducation, c'est la mère des batailles. C'est vraiment l'élément essentiel. Ce qui nous a permis, nous, en tout cas notre génération, d'arriver à un certain niveau et de pouvoir résister à l'adversité, c'est parce que du point de vue de l'éducation, nos gouvernements avaient mis beaucoup d'argent et on a été relativement bien formés. On nous donnait des cahiers, on nous donnait des livres, on avait tout ça. Les jeunes ne l'ont plus. Ils sont plus nombreux dans les classes, etc., etc. Donc ça s'est détérioré. Je pense que c'est étape par étape, l'agriculture, l'éducation, etc., etc. Et puis maintenant, il y a tout un ensemble, je dirais, il y a toute une organisation qu'il faut certainement mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut penser l'État de manière complètement différente. Parce qu'aujourd'hui, l'État, pour beaucoup d'Africains, c'est l'autre. C'est un autre. C'est un autre qui n'est pas là quand on veut se soigner. C'est un autre qui n'est pas là quand on veut voyager, parce que les routes sont démontées. Qui n'est pas là quand on veut élever ses enfants, l'éducation. Qui n'est pas là pour plein de raisons. Donc, ça crée quelque chose. Ça veut dire que l'État, tel qu'il existe aujourd'hui, n'est peut-être pas adapté à nos réalités. En tout cas, n'a pas fait l'effort de s'adapter à nos réalités. Et c'est pour ça que l'enjeu aujourd'hui pour l'Afrique, de mon point de vue, c'est vraiment de réfléchir à partir de nous-mêmes. C'est-à-dire de se dire, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que nous avons ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que nous sommes? Comment on va pouvoir s'améliorer? Comment on va pouvoir améliorer la situation? Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si tout le monde s'y met, on devrait pouvoir y arriver. Et c'est pour ça qu'il faut déjà qu'on fasse tout ce qu'on peut pour pouvoir retrouver des valeurs qui nous permettent de pouvoir avancer. Des valeurs qui nous permettent de pouvoir avoir confiance. Et je reviens toujours sur l'information. Quand on vous donne des informations comme quoi on vous explique que vous êtes toujours en guerre, la confiance ne se construit pas quand on est persuadé que l'autre qui est à côté de vous veut du mal. Vous voyez? Donc si on se dit maintenant, il faut construire, il faut essayer de voir comment on va mettre en place des éléments qui vont permettre d'avancer ensemble, sans qu'il y ait, je dirais, des trahisons, évidemment, je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Sur quoi faut-il s'appuyer? On voit, les besoins sont considérables. L'Afrique, quand on sait, est un scandale géologique, quand on sait la richesse que recèle ce continent, mais tout cela semble ne pas servir, en tout cas dans le décollage du continent. Comment faut-il procéder? Est-ce qu'on a une hiérarchisation des actions à mener? Comment faut-il s'y prendre? Alors, je dirais que l'un des problèmes de l'Afrique, c'est qu'elle a été branchée dans les circuits mondiaux, elle a été branchée par les autres. On va dire ça comme ça. Voilà. Elle a été branchée par les autres. Il y a eu les conférences que nous connaissons tous, Berlin, etc. etc. Oui, oui. On sait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les institutions qui ont été mises en place sont des institutions, c'est dans leur statut d'ailleurs, sont des institutions qui devaient permettre l'accès aux ressources. Le problème, c'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États africains n'étaient pas souverains. Ils étaient tous, une bonne partie étaient des colonies. L'accès aux ressources. Donc ça veut dire que la manière dont le monde a été organisé après la Deuxième Guerre mondiale, c'était de mettre en place un système qui puisse permettre aux pays industrialisés d'accéder aux ressources. Malheureusement, en Afrique, quand en 1960, la majeure partie des pays sont arrivés à une forme d'indépendance, en tout cas c'est le mot qui a été utilisé, on s'est trompé. On s'est trompé parce qu'on a pensé que le fait de dire qu'on était indépendant
changer les choses. Alors que pas du tout. C'est le système qu'il fallait changer. Il fallait réfléchir d'une autre façon nos économies, réfléchir d'une autre façon nos rapports à l'État, réfléchir d'une autre façon nos rapports à nous-mêmes. Parce qu'il faut revenir à la base. La colonisation a mis en place un système qui était un système, si on va jusqu'au bout, qui était un système qui faisait que les Africains n'étaient pas pleins, des hommes pleins, on va dire ça comme ça. Voilà. Le fait de n'avoir pas changé la donne fait qu'on a finalement continué d'une autre façon à subir cette réalité. Et c'était important qu'on se tourne un peu vers la manière dont nos royaumes ont été organisés, dont les Africains se pensaient au moment où ils résistaient, parce qu'en Afrique, il y a eu des résistants. Je pense qu'il y a ce travail-là qui n'a peut-être pas été fait. C'est plus facile à dire, encore une fois, qu'à faire. Mais je pense, moi, avec tout ce que je crois avoir compris, que c'est peut-être là que nous avons perdu... L'Afrique a un rendez-vous avec l'histoire. C'est maintenant qu'il faut qu'elle prenne le train, le bon train. Oui. Pascal Lamy me disait dans une conversation, un échange avec lui, l'Afrique a le devoir de choisir avant d'être choisie. C'est-à-dire que choisir ses partenaires. Est-ce qu'elle est aujourd'hui dans ce cas de figure? Je pense que le fait que l'un des mots clés utilisés, l'un des mots les plus couramment utilisés aujourd'hui, le mot souveraineté, mais je pense que les Africains ont compris que de toutes les façons, il faut qu'ils prennent leur destin en main. Surtout qu'ils ont compris que, en fait, les autres nations ne sont pas spécialement contre l'Afrique. Non. Les autres nations défendent juste leurs intérêts. Donc, ils mettent en place des stratégies pour accéder toujours aux ressources. Nous n'avons pas développé de stratégie pour pouvoir accéder nous-mêmes à nos ressources, les exploiter, etc. Nous avons cherché des partenaires extérieurs, donc on s'est inscrit dans la logique d'autres. Maintenant, la question de la souveraineté, qui est le mot le plus important aujourd'hui, c'est de s'inscrire dans notre logique. Felwine Sarr dit dans son livre Afrotropia que l'Afrique ne doit pas faire de course avec personne, ni courir derrière personne. Nous avons notre logique, il faut juste qu'on ose suivre notre logique. Ne pas avoir à nous reprocher de faire quelque chose d'original. Donc ça veut dire que quelque part, on a presque une obligation de créativité. De créativité sur le plan politique, parce que la problématique de la souveraineté nationale, la souveraineté populaire est vraiment posée. Quel type de souveraineté on veut? Quel type d'organisation politique on peut mettre en place pour que les populations sentent que ce qui les représente sont vraiment d'authentiques représentants. Mais ça fait des années qu'on se pose ces questions-là. Ah ben oui, mais il va falloir passer à l'action. En tout cas, peut-être que depuis le temps, on cherche la solution, on ne l'a pas encore trouvée, mais je pense que petit à petit, on commence à la trouver. Les jeunes, en tout cas, parce que je discute beaucoup avec les jeunes, je sens que les jeunes ont compris qu'ils ne peuvent pas exister au niveau international. L'Afrique ne peut pas exister si elle n'est pas. C'est-à-dire si les hommes et les femmes qui sont en Afrique ne retrouvent pas des éléments qui leur sont essentiels. Et je pense que les jeunes le sentent bien. En tout cas, je discute souvent avec pas mal de jeunes et je sens qu'ils le sentent ça. C'est pour ça qu'ils regardent ailleurs. Ils font autre chose. Et malheureusement, on est sur un continent où la majeure partie de la population, c'est les jeunes, mais la majeure partie des dirigeants, je ne dis pas que c'est des vieux, mais en tout cas, c'est des personnes d'un certain âge. Le goût et la couleur du souverainisme qu'on observe aujourd'hui, surtout avec des coups d'État, ressemblent aux années Sankara. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une erreur de jeunesse de s'engager dans cette impéritie? Et certes, le désir est légitime, mais la manière de faire est vraiment... Ça repose la question essentielle des institutions et de la manière du rapport des populations avec les institutions. D'un côté, on a effectivement des personnes, des militaires souvent, qui font des coups d'État. Donc ça, c'est des coups d'État militaires. Parfait. Comme on en faisait dans les années 60. Donc c'est pas différent. Oui. Mais le problème, c'est qu'à côté, on a d'autres qui font des coups d'État constitutionnels.
c'est-à-dire qui instrumentalise les constitutions Mais ça pour les adapter à leur desiderata. Donc ça veut dire qu'ils détruisent même l'élément fondamental autour duquel, normalement, toutes les populations étaient rassemblées. Mais ça pose le véritable problème, parce que la démocratie est vraiment un élément que l'Afrique doit aborder. Parce qu'on voit, on est dans un formalisme complet, on fait des alternances en trempe-l'œil, et la réalité ne bouge pas. Oui, mais parce que pour que la démocratie soit vraiment pleine, il ne faut pas qu'elle soit seulement un instrument. Il faut qu'il y ait un contenu, c'est-à-dire la volonté de population de vivre ensemble, la volonté de population de partager le destin, d'avoir des objectifs. Et tout ça n'existe pas. Ou en tout cas, si les populations ont des objectifs, les dirigeants n'ont apparemment pas les mêmes, puisque de toutes les façons, on se rend compte qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, le fait qu'il y ait souvent une sorte comment dirais-je, de ménage, je ne dis pas incestueux, mais en tout cas de ménage franchement pas recommandable entre le pouvoir politique et les affaires, fait qu'on a on a une approche, si j'ose dire, patrimoniale de la politique, qui fait que si on ne fait pas de politique, ben, on ne fait pas des affaires. Donc du coup, on fait tout pour pouvoir rester au pouvoir. Mais malheureusement, c'est ça qui nous entraîne dans des situations où ça finit par exploser des coups d'État militaires. Voilà. On voit le poids de la démographie sur ce continent. Je disais au début 1,5 milliard. Oui. C'est-à-dire qu'on parle bien du siècle de l'Afrique, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? Alors, moi, je dirais on dit souvent que c'est demain. Voilà. L'Afrique a de l'avenir. Mais moi, je dirais que l'Afrique a un présent. Mais à condition que ce présent, qu'on réfléchisse à ce présent et qu'on essaie vraiment de le construire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de parler. Il faut le faire au quotidien. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de remarquer aujourd'hui, de voir comment nos royaumes étaient organisés, comment nos sociétés étaient organisées. Est-ce que vous avez remarqué que, par exemple, au Burkina Faso, on a donné un statut juridique à la chefferie traditionnelle. Au Bénin, on a donné un statut juridique à la chefferie traditionnelle. En Côte d'Ivoire, je sais que les chefs traditionnels ont une place. Mais jusque-là, mais on les avait mis de côté. Or, cette partie de la population est dépositaire de la mémoire. Mais ce n'est pas seulement de la mémoire de pouvoir, c'est de la mémoire de la manière même dont on fonctionne, dont on fonctionnait avant, et qui faisait consensus. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des rois, mais ce n'étaient pas des rois, ce n'étaient pas des monarchies absolues au sens où on peut l'imaginer. Il y avait des conseils des sages, les rois ne faisaient pas ce qu'ils avaient envie de faire. La preuve, quand on regarde l'histoire de l'Afrique et qu'on regarde par exemple l'Empire du Mali, bon, on dit que par exemple comment dirais-je, la démocratie a été déjà pensée dans l'Empire du Mali. Voilà. Donc ça, mais pense... dans une forme archaïque, c'est qu'aujourd'hui on est en 2025. Certes, ça a été le cas, mais... Oui, mais quand je dis c'est-à-dire que quand je dis la démocratie a été pensée, c'est-à-dire que c'est une manière de faire adhérer la grande majorité de la population à un processus qui est acceptable. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, mais une grande partie de la population est d'accord. Il y a un consensus autour de ça. Et je pense que cet élément de consensus est vraiment fondamental. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Les populations regardent les institutions comme si c'était d'autres personnes. Voilà. On a 3 minutes à terminer, mais j'aimerais bien vous interroger sur... on dit bien, Antoine Glaser l'a dit dans un de ses livres, l'Afrique s'est mondialisée, elle s'est invitée en Afrique, on voit énormément de forums, Chine-Afrique, Europe-Afrique, Afrique-Turquie et plein d'autres. C'est-à-dire que comment faut-il aborder, c'est que
les autres s'intéressent à l'Afrique, est-ce que vraiment le continent a les moyens de faire face à ses partenaires qui sont très intéressés, mais est-ce que l'Afrique est consciente de cet intérêt? Est-ce que vous savez quelle est l'interprétation que j'ai, moi, de tous ces sommets? C'est parce qu'on peut se poser la question, mais pourquoi tous ces grands pays ont attendu maintenant pour faire des sommets avec l'Afrique? C'est quand même étonnant. Oui. Mais moi, je pense que c'est parce qu'au fond, ce sont des pays qui ont une démarche prospective beaucoup plus forte que les Africains, en tout cas qu'on en a en Afrique. Donc, il y a quelque chose qui leur échappe dans la réalité africaine. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, les mutations africaines ont échappé à nos interlocuteurs. Et le fait de faire les sommets, pour moi, leur permettent, en une place, d'essayer de comprendre quelle est cette nouvelle Afrique qui est en train de naître. Parce que tout le monde sait qu'il y a une mutation incroyable sur le continent. Peut-être que nos gouvernements ne le comprennent pas tout le temps. Mais en tout cas, l'extérieur se rend bien compte que la donne a changé. Mais pour comprendre, parce que leur obsession, c'est toujours d'accéder aux ressources. Évidemment, dans une logique de paix, on va dire ça au départ. Maintenant, c'est vrai que la donne a un peu changé parce qu'on se rend compte que maintenant, peut-être qu'il sera possible d'aller conquérir des territoires de manière violente. Mais en tout cas, ces sommets, pour moi, c'est ça que ça signifie. Ça veut dire que l'Afrique a changé et les autres essaient de comprendre par quel canal il faut parler au continent, parce qu'on ne peut pas détruire 1,5 milliard de personnes par la guerre. Ce n'est pas possible. On est obligé d'essayer de leur parler et de comprendre ce qu'ils veulent. Et que vous avez aujourd'hui la conscience que l'Afrique est réellement en éveil par rapport à cette réalité-là? Ah, absolument. Moi, c'est bien pour ça que je me lance. Je suis vraiment dans la transmission. Je me dis, je commence quelque chose, j'y mets tout. Transcontinent Africa. Ça veut dire toutes les Afriques. C'est la fenêtre sur toutes les Afriques, le pool de toutes les Afriques. Ça veut dire concrètement que nous avons aujourd'hui l'opportunité d'accepter à la fois notre pluralité, mais d'avoir la conscience que si nous ne réfléchissons pas ensemble à notre destin, nous n'y arriverons pas. Malik Diawara, je vous remercie d'avoir été avec nous, d'avoir pu développer une partie de votre vision sur ce continent. Je vous dis donc à une prochaine fois. Merci, à une Bonne prochaine chance, fois. Merci en tout cas, beaucoup. avec Transcontinent Africa. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce débat. À très bientôt. Au revoir.